Je suis la servante Salomé. Shalom, je suis la servante Clémentine. Nous vous invitons à suivre notre émission Publiée les hauts faits de l'Éternel. Pour notre dernier témoignage de cette série, nous allons écouter la servante Roselyne. Roselyne est un véritable prodige de l'Éternel. Mais je voudrais lui laisser l'occasion à elle-même de nous dire comment le Seigneur l'a sortie d'une situation inespérée. Shalom Roselyne. Shalom. Alors, tu vas parler un peu plus fort pour te faire entendre et tu vas nous dire ce que l'Éternel a fait pour toi. De quoi est-il question? Merci beaucoup. Il est question de ma guérison, de ma résurrection. Tout a débuté en 2016 lorsque j'ai déménagé en France ici. Et je suis arrivée le 16 mars 2016. D'où? De la Suède. D'accord. Et 2 semaines après, je me suis évanouie dans le parc. Et arrivée à l'hôpital avec l'ambulance, on m'a dit que j'étais en manque de sang. Et après des examens, on m'a dit que j'avais des myomes. Et on a commencé à faire des rendez-vous, des IRM, des échographies et tout. Et à chaque fois, je devais partir tous les mois pour prendre du sang, puisque le taux de sang était vraiment bas. D'accord. Le taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'était bas et j'avais besoin de fer aussi. D'accord. Donc, toute l'année de 2016, c'était la même chose. Et j'avais exposé le problème à papa. Au prophète. Au prophète. Et il m'a dit que ça allait bien se passer. C'est-à-dire, au début, c'était un petit truc qu'il fallait traiter. Et peut-être prendre des comprimés pour faire fondre. D'accord. Mais ça évoluait à une vitesse très, c'était vraiment très rapide. Et en 2017, je me suis rendue, c'était en janvier, je me suis rendue encore à l'hôpital pour des examens. Et là, on m'a dit qu'il fallait faire une opération. Et après ça, j'ai appelé papa, j'ai appelé la servante Joël. Je lui ai dit qu'on me dit de faire une opération. Papa m'a dit que ça allait bien se passer. Mais comme moi, je faisais déjà des traitements, donc moi je me disais... C'est qui la servante Joël? C'est la secrétaire du prophète. D'accord. Bah oui, parce que, voilà, on n'est pas censé le savoir. Oui. Et moi, je faisais déjà un soin, donc un traitement, donc pour faire fondre les fibromes, les myomes qui étaient là. D'accord. J'avais des comprimés et tout que je prenais, donc ça allait bien. Et c'est-à-dire ça s'est stabilisé, tout était normal. Le 17 août, j'ai fait encore une crise. Je partais à l'église et je me suis évanouie encore. Et l'ambulance est venue. Nous sommes allés à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Ils m'ont dit, comme mon dossier n'est pas là, on me ramène à Clamart. Donc avec l'ambulance, on est reparti encore là-bas. On cherchait les veines, il n'y avait pas de moyens. Donc c'est par là qu'ils ont placé pour pouvoir mettre le sang. D'accord, pour te faire une perfusion sanguine. Une perfusion sanguine. D'accord. Et en faisant les IRM encore là, on me dit qu'on voit une tache dans l'utérus, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc tu vas attendre le lendemain, on va plus faire des recherches. On va approfondir des recherches. Et le lendemain, on vient vers moi, on me dit, bon, après les diagnostics, on voit que tu as le cancer de l'utérus. Waouh. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et la femme me dit qu'on va te donner un rendez-vous, tu vas venir. Et là, on va voir si on peut tout opérer parce que nous, ce qu'on voit, tu es en phase terminale. Déjà? Oui, déjà. J'étais déjà en phase terminale. Ok, bon, on m'a donné un rendez-vous encore en septembre. Je suis partie. Elle devait me recevoir à 15 h, m'a fait attendre. Elle m'a reçu à 17 h, la dernière. Je suis rentrée dans son bureau. Elle me dit, bon, ce qu'on voit, les ovaires sont endommagés, les trompes aussi endommagées, l'utérus est perforé. Donc, nous ne pouvons pas prendre l'engagement pour t'opérer ici à Clamart. Donc, va chez un spécialiste.
Et là, j'appelle encore une amie qui s'appelle Patricia Couteau. Tu connais un gynécologue comme ça qui peut m'aider? Elle me dit, je connais un qui est dans le 18e à Ordonné. Il s'appelle Dr Lasserie. Je vais chez Dr Lasserie, les mêmes examens. Il me dit, non, je t'envoie encore à l'hôpital de la Roseraie à Aubervilliers, que lui ne peut pas m'opérer. Donc je retourne, je vais à Aubervilliers. Le même jour encore, je fais encore l'échographie. Le monsieur me dit, non, je te fais retourner encore chez Lasserie parce que je ne peux pas prendre cet engagement. J'ai dit, bon, qu'est-ce que il n'y avait personne à Paris pour t'opérer. Pour m'opérer. Et de là encore, je vais à la Rivoisière, la même chose. Je repars à Créteil, la même chose. Bon. En fait, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas t'opérer? Parce qu'il disait que c'était dangereux. D'accord. Et qu'il ne pouvait pas prendre d'engagement. Il ne pouvait pas prendre le risque. Voilà, il fallait que moi-même je signe un papier, une décharge. D'accord. Voilà. Et j'ai exposé le problème au prophète. Il m'a dit que ça allait bien se passer. Donc, pendant que les médecins disent qu'ils ne peuvent pas prendre l'engagement de t'opérer parce qu'il y a un fort risque, le prophète, lui, te dit que ça va bien se passer. D'accord. Durant 2-3 mois, je cherchais à croiser le prophète. Et je suis passée par le révérend Hachi, papa Hachi, pour dire que je voulais voir papa. Parce que je n'arrivais pas à dormir, je ne dormais pas les nuits. Donc je restais dans le noir tout le temps, en train de pleurer seulement parce que je me disais que tout était fini pour moi. Et j'ai appelé mon assurance en Suède. Je leur ai dit que si quelque chose arrive, qu'on donne tous mes biens, tout ce que j'ai gardé à mes enfants. C'est-à-dire que tu avais déjà prévu ton testament? Oui, j'avais déjà fait. Et j'ai appelé mon premier fils qui est au Portugal. Je lui ai dit que si quelque chose m'arrive, tu prends soin de tes petits frères. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as. J'ai dit j'ai le cancer. Il a raccroché, il a commencé à pleurer. C'est-à-dire que malgré le fait que l'homme de Dieu t'a dit ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, toi, dans ton esprit, tout était déjà fini. Tout était déjà fini. C'est-à-dire que là, c'est même pas la peine de parler de foi là. Non, tout était déjà fini. D'accord. Les effets, les chaussures, j'avais déjà tout amené à Abidjan. Tout distribué. Tout était à partir. D'accord, ok. Et en janvier, je rencontre papa dans son bureau. Lorsqu'il me voit, il me dit, mais ma fille, mais tu es très malade. Je dis, papa, je suis malade. Et tu commençais à perdre tes cheveux? Oui. Parce que tu avais déjà des séances de chimio? J'avais déjà des séances de chimio. D'accord. J'avais commencé la première séance le 19 janvier, deuxième séance le 1er février, et troisième séance le 15 février. D'accord. Et lorsque je suis rentrée dans le bureau de papa, tout ce que j'ai fait, si je peux me permettre, je fais un lever. J'ai dit à papa, regarde ma tête. Il m'a dit, passe à ma droite. Et je suis passée à sa droite. Il a vraiment prié. Et il a prié après, je suis rentrée à la maison, il m'a donné de l'eau, de l'huile. Il m'a dit, non, tu bois, tu bois, tu bois. Et là, j'étais en contact avec mes parents. Mes parents qui me disaient, bon, depuis Abidjan, mais tu fais quoi là-bas? Quitte l'église. Il ne va rien te faire, il ne va pas te guérir, tu vas mourir. Va en Suède. J'ai dit non, je ne peux pas aller en Suède. Ok, nous on va te payer le ticket. Si tu ne veux pas payer, nous on vient, on va te chercher, on va t'amener en Côte d'Ivoire au village. Je leur ai dit non, moi je vais rester là. Je vais rester ici. Et comme mon grand-fils m'avait dit, il fallait que j'aille parler à Tabitha. Et je suis allée. J'ai dit à ma fille, je suis allée le 21 février. J'ai dit à ma fille, ah, je vais te parler. Maman a le cancer. Et elle m'a dit en suédois, va et dorme. Qu'est-ce qu'ils disent? Je dis, bon, ils disent que je vais mourir. Mais je ne vais pas atteindre le mois de juin 2018. Et elle a commencé à pleurer. Son petit frère était à côté, il a 14 ans. Il ne faisait que rire, il dit non, non, c'est pas possible, il est allé jouer. Et après, parce que puisque je suis allée chez eux, j'ai vu le papa, j'ai expliqué ça à leur papa. Il était vraiment effondré. Il me dit, mais quand je te vois, je sais que c'est déjà fini. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes affaires, ta maison et tout ici? J'ai dit, laisse ça aux enfants. Mais si je repars, je ne sais pas si je vais revenir encore ici en France, en Suède. Donc, occupe-toi bien des enfants. Et ça, on était le 23. Donc, moi-même, je me suis rendue le 23 février. D'accord. Parce que je suis arrivée en Suède le 21. D'accord. Donc, le 23 février, je me rends aux urgences en Suède. Parce que je veux qu'on me... Je me dis, bon, je suis chez moi, il faut qu'on me contrôle, on me voit. Je vais aux urgences et on fait encore le niveau de sang, c'est encore bas.
On me dit non, on te donne une chambre tout de suite et puis on va voir ce qui se passe. Et là, je me suis dit qu'il fallait leur dire la vérité ou pas. Je me tais et puis j'attends. Après, quand la femme est venue, je dis non, je viens pour des contrôles parce qu'en France, on m'a dit que j'avais le cancer. Et que là, c'était plus possible. Donc, je veux savoir si vous pouvez m'aider, m'opérer au moins pour que je puisse vivre un peu longtemps. Et c'est ce que j'ai dit à la dame. Donc, je leur ai expliqué de quoi je souffrais. Et on a fait des examens encore. On m'a envoyé dans le service d'oncologie, comme on le dit. Ils ont fait encore des examens de cancer et tout. Et c'était encore positif. C'est-à-dire qu'en Suède, les hôpitaux de la Suède ont confirmé le diagnostic qui a été donné ici en France. Oui. D'accord. Et le médecin, le lendemain matin, il me dit, bon, comme tu as demandé pour l'opération, on va voir ce qu'on peut faire, on va faire l'opération. D'accord. Mais il faut attendre 6 mois. Mais dans ton cas, on va voir si on peut chercher... Raccourcir le délai. D'accord. Et que tu repars quand je leur ai dit, bon, le 1er mars, bon, on va t'envoyer un email, donc tu peux laisser ton adresse et le numéro de téléphone de France. Donc j'ai tout laissé, je suis revenue le 1er mars. Et le 16 avril, je fêtais l'anniversaire de ma fille. Elle fêtait ses 16 ans. Et pendant que j'avais le téléphone, je reçois encore un SMS de l'hôpital. Donc quand j'ai vu l'hôpital de Stockholm, Karolinska, en même temps j'ai arrêté le live que je faisais. Et je lis, bon, ton opération, ça sera le 27. On était le 16. D'accord. En même temps, j'ai appelé ma soeur Patricia, je lui ai dit, bon, je voyage. Elle me dit, tu voyages comment? J'étais là hier. J'ai dit, bon, je vais à Créteil. Elle dit, tu vas faire quoi à Créteil? Là, je partais prendre mon ticket en même temps. Je suis allée, j'ai pris le ticket pour le 23. Voilà, pour le 23, c'était le mardi 23 ou 24, je crois. Et avant de partir, le mercredi, puisque j'ai reçu le... Là, on parle du mois de février ou du mois de mars? Le mois d'avril. Le 16 avril. D'accord. J'ai reçu le courriel. Ok. Et le mercredi qui a suivi, parce que c'était le lundi, le mercredi, je suis allée au culte. D'accord. Donc, j'ai vu maman Priscille. Je lui ai dit que je veux parler à papa. Elle me dit, arrête. Arrête-toi quand il va passer. J'avais un peu peur. Et quand il passait, j'ai dit, papa, je vais en Suède me faire opérer. Il m'a dit, bon, tu passes le lundi. Et le lundi, je suis venue au sanctuaire. On a prié pour moi, on m'a donné de l'eau. Et je suis partie à la maison. Le lendemain, le mardi, j'ai pris mon vol. Et le prophète a dit de laisser le numéro de la Suède. Donc quand je suis arrivée, j'ai laissé le numéro de ma fille parce que c'est la seule qui pouvait m'accompagner à l'hôpital. D'accord. Je n'ai personne là-bas sauf mes enfants. Alors, l'eau que le prophète a donnée, en fait, c'était pourquoi? Enfin, C'était pour boire. D'accord. Oui. Donc, quand je suis arrivée à la maison, j'ai bu. D'accord. J'ai pas dormi toute la nuit. Je faisais que faire pipi toutes les 2 minutes. D'accord. Je n'arrivais pas à dormir. Et je dis à Patricia, mais elle dormait à mes côtés. Je dis, Patricia, mais moi, je voyage le matin. Je voyage demain, mais je ne peux pas dormir. Et j'ai peur de l'avion. Elle me dit, bois seulement. Pisse seulement, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, à 6 h, c'est réveillé, elle allait au travail. Je lui ai dit, tu ne m'accompagnes pas à l'aéroport. Moi, je vais partir toute seule. Elle dit, non, je vais tout faire pour venir. Donc, nous étions aux environs de 14 h quand papa a appelé. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, tu feras un bon voyage. J'ai dit, merci papa, mais il m'a dit, je t'appellerai. J'ai dit, oui, merci. Je suis partie le mardi. Le mercredi, je suis restée avec les enfants. Parce que pour moi, je ne pouvais pas sortir de cette opération de 15 heures de temps. C'est-à-dire qu'ils t'ont prévenu que ton opération durait 15 heures. Avec l'utérus qui était perforé. Avec tous les risques que ça comporte. Il y avait déjà une hémorragie. Parce que je saignais depuis 18 jours déjà. D'accord. Ouais, je saignais déjà. Donc, il y avait un manque de sang. Et je ne mangeais pas. Donc, j'ai dit que l'opération n'allait pas bien se dérouler. Donc, quand je suis partie en Suède, ce sont les enfants qui m'ont attendu à l'aéroport à 1 h du matin. Et là, elle a dit que je ne vais pas chez moi, mais je vais aller chez vous. Et j'ai passé la nuit avec eux, on a ri. Et ma fille me dit, maman, tu ne vas pas mourir. Je dis, ah. Et mon fils qui riait, il dit, oui, maman ne va pas mourir. Après, elle a changé d'idée, elle dit, mais si tu meurs, comment on fait, nous? Je dis, mais vous appelez papa. Vous appelez papa à Paris. Ah, où je suis partie, où on a prié pour moi. Là. Donc le jeudi, il fallait que je rentre pour la préparation de l'opération. Donc à 19 h... Que tu rentres à l'hôpital. À l'hôpital. Ma fille et moi, on va. À 18 h, on arrive. L'hôpital, comme on m'a envoyé, on dit Karolinska, je crois que c'est l'hôpital de Karolinska.
On arrive là-bas, on voit, je donne ma carte d'identité. On me dit, c'est pas ici. Je dis, mais c'est où? On me dit encore, va à Dandery, l'hôpital de Dandery encore, qui est encore loin de moi. J'ai dit à ma fille, on prend le temps, le bus, on repart. On arrive à Dandery, le chirurgien s'assoit près de moi, il me dit, non, c'est pas ici encore. Je dis, mais où je vais partir? On me dit, tu vas à Seuss. Mais ça, c'est loin de moi, c'est comme ici, et je sais pas, Provins. D'accord. Oui. Ok. Donc, on appelle un taxi, on arrive là-bas. Quand nous sommes arrivés, il était déjà 21h. Et moi, on devait me recevoir à 19h. Donc, à 21h, on arrive. Dès que je donne, on dit, bon, tu t'es fait enregistrer. Je dis, non, je suis déjà programmée ici. Je donne ma carte d'identité à Roselyne. Ok, bon, pas de problème. On te fait coucher. Donc, ma fille, chez elle, elle pensait qu'elle retournait avec maman. Je lui ai dit, tu vas à la maison.